Alors justement, je posais la question à Oriane, je pense qu'ils doivent savoir en régie. Et normalement, ça devait être projeté. Donc je ne sais pas si ça va être effectivement projeté. D'accord. Mais de toute façon, il va aller, ça lui a pas fait dans son parc. Après les moutons de l'Ouest. Je mets à côté de Quentin. Excuse-moi, je suis passée après toi. Après. Non, mais attends, on s'en fout. On va voir quand il a. On a été c'est ça, mais nous on passe sur l'ordre. On n'a pas les échos, quoi. Il arrive lent. Je l'ai eu, il est sale. Comment on fait? Circulaire. On peut y aller? Bon. Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau média pour le laboratoire des initiatives nantaises. Donc un laboratoire qui va parler de projets qui se portent sur le territoire de Nantes Métropole. C'est la première session d'ouverture donc avec la ville Nature et Comestible. On va avoir 5 rencontres qui vont jalonner ces 3 jours de sommet. Et on va donner à voir ce qui se passe sur le territoire de Nantes Métropole et ce que sont ces initiatives nantaises. Donc avec 5 rencontres où on va parler de la place des salariés, des entreprises avec la ville. Avec la ville active, donc on va mettre en avant pendant ces 5 jours les acteurs nantais qui se bougent, qui se mobilisent pour faire évoluer les comportements, parce que le climat c'est d'abord une question de comportement. Et à Nantes, beaucoup de monde se bouge, mais se bouge aussi en se disant que ça peut être pas mal de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs
et ça serait bien d'inspirer ce qui se passe ailleurs. Donc ils se bougent pour faire évoluer les comportements au niveau de l'alimentation et de la biodiversité. C'est ce qu'on appelle donc ce qu'on va lancer aujourd'hui. La Alban. ville nature et comestible, effectivement, où on a deux grands thèmes, l'alimentation et la biodiversité. La biodiversité sous l'angle du changement climatique et plus particulièrement de la thématique de l'adaptation. Et donc on verra tout au long de la semaine, après Nantes Ville Comestible, Ville Inclusive, qui regroupe les acteurs à Nantes qui visent à associer des groupes spécifiques et à intégrer les jeunes, les seniors, les personnes qui sont étrangères, les personnes en difficulté, en fragilité, qui sont des moteurs d'innovation. Donc on appelle ça Ville Inclusive. Mardi, on verra, Alban, la ville active. Qu'est-ce que la ville active? La ville active, ce sont les acteurs économiques, les acteurs des syndicats, les acteurs des entreprises, des TPE, des PME. Et on va voir comment ces acteurs économiques se mobilisent aussi sur la question climatique à l'échelle de la métropole de Nantes. Et on passera bien sûr à la ville animée, des acteurs qui se bougent pour satisfaire les besoins secondaires, c'est-à-dire tout ce qui est se divertir, tout ce qui est faire des événements, utiliser l'art et la culture pour faire évoluer les comportements. Donc vous aurez la chance de voir des acteurs nantais qui se bougent dans ce domaine-là, sous la bannière ville animée. Et on terminera, Alban, par quoi mercredi? Ville d'usage. Ville d'usage, c'est les usages de la ville. Donc comment se déplacer, comment habiter, comment penser une nouvelle forme d'appropriation de la ville, donc avec un nombre d'acteurs importants. On va parler à la fois de bâtiments, on va parler de nouvelles technologies avec les smart grids, et on va aussi parler de mobilité, mais comment habiter cette ville et comment on y vit bien. Et du coup, au total, une 60aine d'initiatives qui seront mises en avant pendant ces 3 jours. Il y aura une phase, 1 heure de présentation courte, là, maintenant, tout de suite, pour Ville Comestible. On enchaînera sur 1 heure d'atelier de créativité dans 3 espaces juste derrière et un peu plus loin, et vous serez tous invités à y participer. L'idée étant qu'en 1 heure, on puisse aussi commencer à faire émerger des pistes d'action concrètes qu'on viendra représenter ici pendant une 20aine de minutes avant d'aller le porter juste derrière dans le stand de Nantes Métropole. Derrière, au bout de 3 jours, l'idée c'est de porter à connaissance une quinzaine, en tout cas, de pistes d'action pour évoluer dans ces différents domaines à Nantes. C'est en tout cas la petite contribution qu'en tant qu'acteur nantais, on souhaite faire au Climate Change pour que, pourquoi pas, ce soit porté un peu plus loin, pourquoi pas dans quelques mois à la COP 22. Voilà. Donc merci aux 200 structures à peu près qui sont venues participer au lab, au temps de préparation. Donc là, maintenant, c'est le jour J. Donc on y va avec Ville Nature et Comestible. Et petite question, est-ce qu'il y a des personnes qui parlent non français en fait, qui sont ici ou pas? Pour l'instant, on n'a que des francophones. Is there any people who speak English and who doesn't know nothing about French? C'est bon? Parce qu'on avait notre traducteur en direct qui était prêt à bondir. Donc on se présente Jean-Marc Thiebaud, Samuel Tiercelin d'Open Odyssey. On a la chance d'organiser le lab avec Nantes Métropole représenté par Alban Mallet. Et on sera là pour vous accompagner. Sans plus attendre, donc Nantes Ville Nature et Comestible, nous allons voir passer une dizaine, donc 10 pitchs, puis 3 autres initiatives multi-acteurs, au total 13 initiatives. Les 10 premiers ont 2 minutes pour vous convaincre, pour donner à voir ce qu'est cette initiative-là. Donc on va jouer le jeu des 2 minutes, on va essayer que ce soit assez bienveillant, mais pour que tout le monde passe et qu'on puisse travailler, on va essayer de faire que ça dure 2 minutes. Donc je vous rappelle un petit peu, au bout d'1 minute 30, nous lèverons le bras. Et quand il restera 5 secondes, on croisera les bras. Ça voudra dire qu'il faudra terminer, en fait. Voilà. On ne vous coupera pas le micro, quoique, Christian, si jamais il parle trop, tu pourras couper le micro. C'est bon. C'est bon. Du coup, sans plus attendre, on accueille Anthony Maillard de Beautiful. Je pense qu'on peut l'applaudir. Droite, le micro, c'est à toi. Merci, bonjour à tous. Beautiful, donc, nous sommes une association, jeune association, une équipe pluridisciplinaire d'ingénieurs agronomes, d'architectes urbanistes, éducateurs environnement. On a même des apiculteurs également. Et pour nous, l'agriculture urbaine, c'est vraiment un levier, un outil de transition
qui permet de toucher un certain nombre de thématiques, l'alimentation locale, la biodiversité, l'alimentation durable également. Et pour cela, on a commencé à mettre en place un certain nombre de thématiques, donc notamment l'économie circulaire. Effectivement, la gestion des déchets, c'est aussi à part entière une thématique dans l'agriculture urbaine, puisqu'on peut récupérer du bois, on peut récupérer du compost notamment. On expérimente beaucoup, voilà, donc ça c'est un lieu qu'on a commencé à mettre en place au Solilab. Et on commence aussi à développer des activités RSE, parce qu'on a des demandes par rapport à des promoteurs, des bailleurs sociaux, pour justement impliquer une dynamique dans les quartiers, dans les territoires. Donc voilà, encore un exemple donc, de notre Farm Lab, c'est comme ça qu'on l'a appelé, puisque le but c'était, sur un espace contraint entièrement minéralisé, de montrer qu'il est possible de cultiver en hors-sol, notamment avec une technique qu'on appelle l'aquaponie, qui est un mini-écosystème recréé, où il y a une symbiose entre les poissons, les végétaux, les bactéries. Donc il y a un vrai recyclage des déchets sur place. Et on peut comme cela s'affranchir de l'arrosage, on peut s'affranchir bien sûr des engrais, des pesticides. Donc c'est vraiment une technique très très intéressante en agriculture urbaine. Vous voyez, les résultats sont assez impressionnants, puisqu'on a fait pousser pas mal de légumes, tomates, salades, légumes feuilles, légumes fruits, et également des aromatiques. Donc c'est très intéressant aussi pour travailler notamment avec des restaurateurs. Et notre vision à l'avenir, c'est vraiment de changer d'échelle. Commencer à imaginer des sortes de micro-fermes urbaines. Donc ça peut se faire effectivement avec des ressources locales, que ce soit des conteneurs, que ce soit des friches industrielles. Voilà, on peut imaginer tout un écosystème recréé justement sur ces territoires à forte contrainte. Et du coup, voilà, donc je vais en terminer ici. Je ne sais pas où est-ce que j'en suis au niveau timing. Et je vous invite en tout cas à nous rejoindre l'association. Donc voilà, il y a l'adresse du site, l'adresse mail. Et donc nous sommes tout à fait ouverts à recevoir et accueillir un certain nombre de compétences. On a plein d'idées, plein de projets et surtout beaucoup d'envie, voilà, pour intégrer une agriculture urbaine saine, durable et du coup pérenne pour les territoires. Voilà, merci. Alors, je vais appeler l'Atout de Nantes. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Olivier Biche. Je viens vous parler de l'Atout de Nantes. Alors, l'Atout de Nantes, c'est sa situation privilégiée sur l'arc atlantique. L'Atout de Nantes, c'est un tissu d'associations et d'entreprises dynamiques, mais on va arrêter de tourner autour du pot. L'Atout de Nantes, c'est une petite entreprise qui vient de voir le jour et qui propose des balades fluviales au départ du centre-ville de Nantes avec Libellule, un bateau élégant et confortable qui est une réplique des bateaux traditionnels de Loire, les tout cabanés. Alors, outre la réalisation d'un chiffre d'affaires qui permet à Bibi de gagner sa vie, l'Atout de Loire a plusieurs objectifs. C'est d'abord de proposer une activité touristique tournée vers la découverte de la ville et de ses alentours, son environnement, son histoire, ses transformations passées et futures. C'est offrir un regard différent sur la ville, des points de vue qui surprendront les touristes de passage, mais aussi les Nantais et Nantaises qui découvriront leur ville sous un angle original. C'est montrer que l'environnement, la nature, ça ne concerne pas seulement le monde rural, mais que la faune, la flore, elle nous entoure partout, même dans un centre-ville comme celui de Nantes. C'est également faire la promotion des produits locaux et de leurs producteurs par le biais de dégustations ou de repas pris à bord du bateau. Et c'est enfin participer à mon niveau au rayonnement et à l'attractivité de la ville. Pour réaliser ces objectifs, je compte m'appuyer sur un réseau de partenaires locaux, un réseau qui commence à se tisser et qui, j'espère, va continuer à grandir. Merci. Ah, oui, vous pouvez voir le bateau. J'ai complètement oublié d'appuyer sur le bouton. Et voilà ce qu'on peut voir dans Nantes. Des choses qui sont qu'on attend un peu, un truc un peu urbain. Mais là, on est au centre-ville de Nantes. Là, on est en plein centre-ville de Nantes. Donc, on est vraiment dans un environnement surprenant, au cœur de la ville. Là, on est au niveau des facultés, par exemple. Et donc, l'Atout de Nantes est à votre disposition. Elle est basée en face l'accès sud de la gare, au pied de l'hôtel Mercure, en face le lieu unique. Merci beaucoup. Super. Annie, des potagers SME, le micro, droite. Très bien.
Alors, bonjour à tous. Voilà, moi j'avais envie de vous montrer quelques photos, des photos de jardin. Et puis, je vais vous laisser le temps de les apprécier. Remettre les mains dans la terre. Produire une partie de ces légumes et de ces fruits. Quelques soucis, voilà, de manutention. Devenir autonome dans la gestion de son potager. Faire ensemble. Oui, mais par où commencer? Donc c'est là que j'interviens, en fait, pour transmettre ce qui ne l'a pas été des parents et des grands-parents. Alors toutes les photos sont prises, en fait, dans la région, voilà, sur différents jardins partagés. Alors ça s'adresse, en fait, aux jardins, avant tout aux collectifs, donc jardins collectifs, que ce soit jardins familiaux, jardins partagés, des collectivités, des associations, des bailleurs sociaux, des copropriétés et pour les particuliers chez eux. Donc, transmettre, accompagner. Pour me contacter, les potagers SME, un site internet, lespotagersm.com. Merci. Et j'appelle les moutons de l'Ouest. De droite. Ah oui, c'est droite-gauche. Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Noir, je suis le fondateur des Moutons de l'Ouest. Alors c'est une entreprise d'éco-pâturage qui sera lancée début octobre à Nantes. L'éco-pâturage, qu'est-ce que c'est? Alors c'est l'entretien des espaces verts avec des moutons. Et là vous me direz, mais entretenir les espaces verts avec des moutons, c'est quelque chose qui a toujours existé. Ben, vous avez raison. La seule différence, c'est qu'on a trouvé une solution clé en main qui est adaptée aux entreprises et aux collectivités. Alors très concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on installe des petites clôtures, un abri et un abreuvoir. Et les moutons restent ensuite toute l'année sur place pour entretenir les espaces verts. Il y a un berger qui passe régulièrement, qui vérifie l'état de santé général du troupeau, qui adapte le nombre de moutons à la hausse ou à la baisse en fonction de la pousse de l'herbe et qui prodigue des soins si nécessaire. Il y a un contrat qui est mis en place avec le client et le coût dépend tout simplement de la surface à entretenir. Par exemple, si on prend 6000 m², c'est la taille approximative d'un terrain de foot, on a un coût annuel qui est inférieur à 3000 €. Et ça marche parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 250 collectivités et 150 entreprises qui ont déjà fait appel à cette solution en France. Ça va des hôpitaux aux prisons, en passant par les quartiers résidentiels, les sièges sociaux d'entreprises, les sites industriels. En fait, partout où vous avez plus de 2000 m² d'espace vert. On travaille avec le mouton d'Ouessant. Donc, c'est un mouton rustique qui est adapté au climat de l'ouest de la France. Comme il est de très petite taille, il a un faible poids de moins de 20 kg. Du coup, il n'abîme pas le sol et il n'est pas volé pour la viande. Alors l'éco-pâturage, pourquoi ça marche? Alors tout simplement parce qu'il y a d'abord un impact économique. On réduit les coûts de 25% par rapport à un entretien mécanique et chimique. Ça marche parce qu'il y a un impact écologique. On réduit les émissions de CO2 et puis on permet aussi à la biodiversité de se régénérer. Et aussi et surtout parce qu'il y a un impact humain. C'est-à-dire qu'au lieu de voir des tondeuses qui font du bruit et qui polluent, c'est quand même plus agréable et relaxant de voir des petits moutons qui entretiennent tranquillement les pelouses de la collectivité du coin ou de l'entreprise à côté de chez vous. Merci pour votre attention. Et du coup, j'appelle ça pousse en amont.
Bonjour, je suis Jeanne, je représente une association qui s'appelle Ça pousse en amont et qui s'est montée en 2013 dans l'objectif de créer un jardin collectif et de se réapproprier un petit morceau de territoire qui était auparavant assez délaissé. On se situe sur l'île de Nantes, près du parc Crapa, dans un quartier de résidentiel. C'était une zone, une prairie engazonnée sans usage associé, en pied d'immeuble. Les membres de l'association ont entièrement conçu le jardin en collaboration avec les services municipaux de la ville de Nantes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a volontairement éclaté le jardin en plusieurs parcelles de manière à aménager au centre un espace qui reste public et qui soit un espace de convivialité. On fonctionne par un système de temps fort. On travaille avec une association qui s'appelle La Cavale qui propose des ateliers, des animations pour les enfants du quartier, des animations gratuites. On ouvre également pendant ces temps forts un composteur de quartier qui nous a été mis à disposition par Composterie. Et dans ces temps, les jardiniers se réunissent pour concevoir ensemble, jardiner ensemble, récolter ensemble. Tout est en collectif et il n'y a aucune plate-bande attitrée. Ce qu'on constate, c'est que le jardinage, c'est une activité qui est très fédératrice et qui génère énormément de rencontres et d'échanges. Les vieux du quartier, ils descendent très régulièrement donner des conseils. Il y a toujours quelqu'un pour avoir un avis sur l'usage en cuisine de tel ou tel aromate. Et même les voisins râleurs, maintenant, ils descendent pour faire un brin de causette assez régulièrement. On a plein de projets pour poursuivre cette initiative. On voudrait monter des chantiers participatifs de quartier. La construction d'un préau pour les enfants, d'une cabane de jardin. On voudrait monter des ruches. On voudrait monter une bibliothèque en libre service. Et la raison pour laquelle je viens aujourd'hui vous parler de cette initiative, c'est qu'il nous semble que c'est hyper simple à mettre en place et que pour la réappropriation des quartiers par leurs habitants, c'est un outil qui peut être vraiment efficace. Voilà, merci. J'appelle la belle de bitume. Merci. Je vais faire quoi les photos? Une toutes les 20 secondes à peu près. Bah, tiens, regarde. Ouais, genre. Bonjour. Donc ceci n'est pas une plante cultivée, c'est une plante sauvage. Elle ne pousse pas en pot, elle pousse par terre entre le béton et le bitume. Et elle vous accompagne tous les jours dans vos trajets quotidiens, lorsque vous allez au travail, au cinéma ou lorsque vous allez vous promener. Et toutes ces petites plantes portent des noms que nous leur ont donné nos ancêtres, des noms poétiques et parfois sympathiques, comme par exemple la ruine de Rome, la dent de lion, le nombril de Vénus ou la bourse à Pasteur. Donc ces plantes, moi j'ai été herboriste pendant 10 ans et maintenant je suis conteuse depuis 25 ans et je raconte des contes. Alors lors de mes déambulations contées, je pose des questions genre qu'est-ce que le vivant ? Est-ce que les plantes sont intelligentes ? Est-ce que les plantes communiquent entre elles ? Et j'ai des réponses scientifiques traduites façon conteuse. Alors, pendant les déambulations comptées, 1. Je vous offre des tisanes d'herboristes. 2. Je sors des livres de botanique et des loupes de botanistes. 3. Je raconte pourquoi le plantain s'appelle l'herbe à 5 coutures et comment Achille a soigné ses guerriers au pied des murs de Troie avec de l'Achillée millefeuille. Je donne aussi une leçon de botanique mimée, donc les Scrofulariacées, les Lamiacées, les Cariophyllacées, enfin, pour les botanistes, j'espère qu'ils les reconnaissent. Et donc, cerise sur le gâteau, dans le cadre de la déambulation comptée Belle de Bitume, eh ben, j'invite le public, donc vous, à écrire le nom des plantes au sol. Et cette idée, comme ces petites plantes, a fait le tour du monde. Enfin, ça a beaucoup plu. Les plantes plaisent beaucoup. Maintenant, d'ailleurs, avant, on les arrachait. Et donc, vous devenez vous faites du graphe, quoi. Vous devenez un tagueur rebelle et poétique et tellement pacifique. Voilà, c'est Belle de Bitume. Yes. Vergerette du Canada ou Érigéron. Non, pas du Canada d'ailleurs. Vieille jeune, Érigéron. J'appelle quelqu'un. Allez, c'est qui? Ouais. Bah alors, restaurez-vous. Mangeons. Il y en a plein qui se mangent. 80% se mangent.
Bonjour à tous, moi je m'appelle Elodie et je suis la fondatrice de Restaurez-vous, votre nouveau traiteur zéro gaspille. Savez-vous quelle est la différence C'est pas grave. Entre cette pomme, enfin le point commun, pardon, cette petite pomme de terre et cette carotte un peu molle. Eh bien, ce fruit et ces deux légumes ne seront pas dans les circuits de distribution classiques, puisque la carotte est un peu trop molle, la pomme un peu moche et la pomme de terre un peu petite. Donc en fait, avec Restaurez-vous, on vous propose du coup de vous régaler sans rien gâcher, de l'approvisionnement jusqu'à la valorisation des déchets. En termes du coup d'approvisionnement, donc on va racheter en fait les légumes aux producteurs locaux, les légumes qui, pour des raisons de forme, de calibre, de taille, de couleur, sortent des circuits de distribution classiques. On achète en vrac pour limiter les emballages. Ça arrive. Ça marche. Au niveau de la préparation, du coup, on cuisine ce qu'on a, puisqu'on ne sait jamais avec les invendus ce qu'on va avoir. Donc ça demande un travail assez important pour la personne qui cuisine. Donc là, vous voyez, on a un très bon pan con tomate anti-gaspi avec du pain dur qu'on avait récupéré chez des boulangers, des tomates de seconde classe et des concombres esselés. Et puis on essaye de tout cuisiner dans l'aliment, pour toujours dans une démarche zéro gaspille, zéro déchet. Et ensuite, au niveau... Ah, il en manque une, mais c'est pas grave. Au niveau du service, on n'est que sur des choses en dur. Et puis, bien sûr, on trie et on composte tous les biodéchets. Donc voilà, Restaurez-vous, c'est vraiment un traiteur pour enchanter vos convives, vous régaler et puis communiquer sur votre démarche RSE durable. Si je vous ai convaincu et que vous avez envie de tester, n'hésitez pas à faire appel à nous. Et très complémentaire, j'appelle Scopelli, le nouveau supermarché coopératif et participatif. Bonjour, Gilles Caillos, donc je représente le projet Scopelli. En fait, ce que nous avons en commun, vous et moi, c'est que tous les jours, on mange. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de maladies qui sont liées à l'environnement et qui sont liées à une mauvaise alimentation. Donc, comment bien manger bio en priorité, mais le bio, c'est cher. Donc, on s'est posé la question, comment faire que le bio puisse être vendu au prix du conventionnel. Donc, la question que... Voilà. J'ai tout faux. Continue. D'accord. Bon. Je te laisse. Voilà. Voilà, donc notre objectif, c'est d'offrir une alimentation saine, sans herbicides, sans pesticides, sans OGM, à un plus grand nombre de personnes. On se dit, le bio, c'est cher, c'est vrai, mais comment faire dans ce cas-là? Il faut qu'on se base sur des produits bio le plus possible, mais pas que du bio. Dans ce supermarché, il n'y aura pas que du bio. Et on veut travailler le plus local possible dans le respect des producteurs. On ne va pas leur demander tout le temps « baissez vos prix » parce que les consommateurs le veulent. Alors, on s'est basé sur une initiative qui est née aux États-Unis en 1973. Ils ont commencé à 3 et maintenant ils sont 17 000 dans un supermarché, en gros, qui est l'équivalent d'une grosse Biocoop, pour vous donner un ordre d'idée. Ils ont commencé à 3, ils sont 17 000 aujourd'hui. La Louve, qui va démarrer à Paris dans un mois, ils sont 2400. Il y a 5 mois, nous étions 3. Aujourd'hui, nous sommes 300 sur la métropole de Nantes et nous allons installer notre supermarché. En fait, qu'est-ce qu'on demande? On demande de se retrousser les manches, c'est-à-dire donner 3 heures de votre temps par mois pour venir tenir la caisse, pour venir remettre en rayon les produits, pour venir faire toutes les actions du supermarché. Ça va diminuer les prix pour tout le monde va en profiter. Voilà, c'est le supermarché coopératif et participatif qui va s'installer très bientôt sur la métropole de Nantes. Merci. Et ce soir,
On est tous invités à la projection de Food Coop, c'est ça, ce qu'on voyait dans la dernière slide? C'est ça. Hein. Food Coop au Concorde. Voilà. 20h30. Ceux qui ne connaissent pas Nantes, le Concorde, c'est super sympa. Voilà. Pascal. Tac. Compost Institute, c'est l'avant-dernière présentation avant la dernière. Je peux compter sur ton aide? Je te fais. Bonjour à tous. Donc, pourquoi développer le compostage local sur un territoire comme Nantes Métropole? Alors déjà, avez-vous une idée de la surface agricole utile sur Nantes Métropole? Pas un mot? Dépêchez-vous, bon, je ne vais pas avoir le temps. 15 000 hectares. 15 000 hectares. Donc, une biologiste de l'université de Berkeley a montré qu'un hectare de prairie naturelle amendée, c'est-à-dire avec du compost, c'est 50% d'herbe en plus, c'est 26 000 litres d'eau capturée par an, et c'est 1 tonne de CO2 séquestrée malgré le bilan, malgré la phase de compostage qui émet un peu de CO2. Mais à la fin, on va avoir un bilan positif de 1 tonne. Donc ça veut dire 15 000 tonnes potentielles séquestrables sur les prairies naturelles de Nantes Métropole. Compost Institute est un projet de coopérative de valorisation de la matière organique au service de l'agriculture de proximité. Elle associe des producteurs de biodéchets, des entreprises, des établissements et des salariés de la coopérative et les agriculteurs utilisateurs du compost. Elle propose 2 types de services. Ah oui, alors c'est basé sur l'économie circulaire. Elle propose 2 types de services, le compostage sur site, en silo, pour les établissements qui le souhaitent, ou le compostage local, c'est-à-dire qu'on composte dans des bacs, dans les établissements, on pré-composte, on collecte et on finit le compostage sur des andins, en bout de champ, chez les agriculteurs. Donc grâce à un réseau de partenaires, elle propose aussi des services complémentaires, vente, location d'équipements, de compostage collectif, traitement des déchets verts, formation, animation et sensibilisation autour de la problématique du compostage. Elle porte également un projet de coopération transversale avec l'Université d'agronomie de Tchang au Cameroun, qui est donc jumelée avec Nantes Métropole, pour accueillir un doctorant en agronomie, en lien également avec le lycée Nanterre Atlantique. Elle accompagne un premier projet de territoire exemplaire, zéro phyto, zéro déchet organique, sur la commune de la Chapelle-sur-Erdre, au nord de Nantes. Merci. C'est parfait. Les spécialistes du compostage collectif à Nantes et alentour. Et nous allons passer à la dernière présentation en format 2 minutes avec les écovores. Et j'appelle Laurent. Et normalement, la présie doit fonctionner. Attends, on passe l'écran. Voilà. C'est bon. Un présis, ça se chauffe un peu, donc il y a un temps de chauffe important. Une chanson? Une petite blague, ouais, une chanson. C'est parti. 2 minutes, hein. Bon. Donc, je vais vous présenter donc le projet Ecovore. Vous êtes nombreux déjà à l'avoir découvert puisqu'il date de quelques années. Donc, c'est un projet en fait qui a été. Nous sommes designers avec mon camarade Victor et on a développé donc un projet sur un système circulaire local et résilient pour alimenter la ville. Et ce projet, en fait, là, vous avez donc une rosace qui expose un peu toute une panoplie d'équipements qu'on a imaginés pour poser sur une ville, avec différents équipements qui sont liés à l'agriculture en ceinture verte, à l'agriculture en ville, à la distribution également, à la transformation et à la valorisation. Et pour la valorisation, en fait, on s'est attaché à développer en fait 3 idées qui existent aujourd'hui, qui sont l'uritonoir, l'uritrottoir et le composteur écovore. L'uritonoir, c'est l'urinoir sec des champs. Aujourd'hui, en fait, on en voit pas mal sur des festivals. Donc là, vous voyez le Hellfest. Et l'idée, en fait, c'est de valoriser donc, des déchets organiques, paille plus urine. Après 1 an de compostage, on obtient du compost.
Et puis ensuite, on a l'Uri-trottoir, qui est la mini Vespasienne sèche. On a identifié qu'en fait, dans les villes, on avait des problématiques nauséabondes, des épanchements masculins un peu sauvages. Et l'idée, donc, c'est également de proposer une solution qui soit faite en fait, d'une jardinière et d'une caisse. Et en fait, l'idée, c'est toujours de collecter les urines et de les composter en dehors des villes. Et le dernier projet qu'on a imaginé, c'est le composteur Ecovore, qui a été aujourd'hui, qui a un composteur donc collectif urbain, qui a été prototypé et qui est installé à Malakoff. Et ce composteur, en fait, on va dire qu'il rassemble énormément de fonctions pour faciliter le compostage, dont une qui est en fait un ascenseur à compost à la main, manuel, low-tech, qui ne tombe pas en panne et qui permet de faciliter donc cet usage. Et je vous invite, pour en savoir un peu plus, donc, à venir les découvrir sur le site lesecovores.com, où vous verrez donc ces 3 objets qui sont liés à la valorisation des déchets biodégradables. Merci. Merci Laurent. C'est décapant, tout simplement décapant. Franchement, on a des présentations magnifiques et il paraît qu'on a une spécificité dans notre territoire, c'est notre capacité à construire ensemble. Alors ce qu'on aimerait faire maintenant, c'est donner la parole à 3 porteurs de projets qu'on va appeler multi-acteurs, dans la mesure où ils fédèrent autour d'eux une diversité de structures, que ce soit publiques, privées, associatifs, pour construire le territoire. Là, on va parler de projets qui vont avoir un impact en termes de circuits courts. On va parler du plan alimentaire territorial, on va parler des fermes de Doulon-Gohard, et on va parler des inventaires pour la biodiversité et du rôle que ces inventaires peuvent avoir pour le climat. Donc ce qu'on va faire, c'est que ces 3 présentations vont se succéder. Elles vont durer 5 minutes chacune, peut-être un petit peu plus, mais il y aura une série de questions-réponses. Donc suivez bien ce qui va se passer, puisque suite aux 3 présentations qu'on va avoir maintenant, on va passer en atelier. Donc préparez-vous à contribuer tout simplement. Et là, on va vraiment voir si notre énergie collective et le jeu à la nantaise se concrétisent. Donc voilà, j'invite Dominique Barrault à nous rejoindre pour présenter le plan alimentaire territorial. Bon, pour le jeu à la nantaise, je crois qu'on va un petit peu repasser en ce moment-là, en tout cas pas par rapport à ce qui s'est déroulé hier soir pour les sportifs. J'avais prévu une accroche. Donc Dominique Barrault, je travaille à Nantes Métropole sur les projets d'agriculture urbaine et d'alimentation. Et j'avais prévu une accroche, finalement, il y a beaucoup plus simple. Tout ce qu'on a vu là depuis une demi-heure, le projet alimentaire, qu'est-ce que c'est? On met tout ça en cohérence, on mélange, on travaille ensemble et on fait ressortir à la fois des axes un petit peu structurants, des objectifs et des réalisations très concrètes, très opérationnelles. Finalement, j'ai l'impression, si j'avais un peu anticipé vos présentations, je pense qu'on aurait pu le présenter comme ça. Si on en revient au fil initial, donc j'ai un quart d'heure, c'est ça, hein? Si on en revient au fil initial, le point de départ de ce projet, il y en a eu beaucoup, mais l'un d'entre eux, c'est posons-nous la question de la vulnérabilité du territoire nantais sur la question alimentaire. Pour une question assez simple, les populations urbaines deviennent de plus en plus importantes, vous voyez les chiffres qui défilent, et on n'est jamais à l'abri d'un accident climatique, énergétique, tout ce qu'on peut imaginer, qui nous reposera la question de savoir quelle est notre capacité à alimenter la ville. L'objectif, c'est donc d'améliorer à la fois l'autonomie alimentaire et de renforcer la sécurité alimentaire. C'est de mieux reconnecter la production et la consommation et finalement de réconcilier l'urbain et le rural. 3 parties différentes dans la présentation. D'abord, les éléments de diagnostic. De quoi on part? Quels sont nos atouts, quelles sont nos faiblesses à Nantes, en quoi Nantes est un territoire particulier. Et puis ensuite, on verra qu'est-ce que le PAT, quels sont ses objectifs et comment on peut le mettre en œuvre. Sur le contexte, alors dans la mesure où on a quand même, si je comprends bien, beaucoup d'acteurs locaux et de Nantais en particulier, je ne vais pas trop développer, vous connaissez pas mal ça déjà, mais on a la chance de s'appuyer sur une production agricole qui est très importante, en diversité, en qualité, en diversité de modes de production, en bio, en conventionnel, en type de production également. Beaucoup de maraîchage, beaucoup d'élevage divers, des éléments de patrimoine importants et d'avoir une agriculture, je dirais, en prise avec son territoire, comme vous le voyez sur le petit graphique là, parce que l'agriculture, c'est un élément de patrimoine, c'est ce qui entretient nos paysages, c'est ce qui fait vivre les agriculteurs et c'est ce qui nous alimente. Pas que nous, mais qui alimente la population. Nous nous appuyons, et puis oui, j'ai oublié la place de l'industrie, qui est très présente dans la région en général
et dans le bassin nantais en particulier. Les acquis sur lesquels nous pouvons nous appuyer, c'est 15 ans de programmes politiques forts et de partenariats avec la Chambre d'agriculture, entre autres, avec les autres acteurs de l'agriculture, avec Terres en Ville. On était membre fondateur de Terres en Ville dès l'année 2000-2001. Et alors, je passe rapidement les chiffres parce qu'ils ont été évoqués, mais en effet, 15 000 hectares de surface agricole utile, 450 hectares qui ont été défrichés sur 5 ans. Ça vous donne l'idée derrière de ce que représentent non seulement les exploitations en place, mais le potentiel d'installation de jeunes agriculteurs, jeunes ou moins jeunes. Encore qu'en agriculture, on reste statut jeune agriculteur pendant assez longtemps. Et puis, une exploitation sur 6 en bio, et je pourrais même ajouter une exploitation sur 2 qui a au moins un débouché en circuit court, voire en vente directe. Et enfin, une action concertée et engagée pour valoriser la concertation. L'exemple d'aujourd'hui, c'est une façon de le témoigner, hein, au travers des agendas 21, du débat Loire ou du débat sur la transition énergétique. Toujours dans cette étape de diagnostic, quelle est la place de l'agriculture réelle dans le territoire et par rapport à nos élus? Ça, c'est un point important. On a la chance de pouvoir nous appuyer sur un cadre et des objectifs politiques forts, donc des vrais engagements qui sont la lutte contre l'étalement urbain, la protection des espaces agricoles, la prise en compte de l'environnement et de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Ça vous donne des éléments de cadre dans lesquels nous allons inscrire le projet alimentaire territorial. Concrètement, ça se traduit par quelques engagements et quelques actions d'ores et déjà parties. La signature du pacte de Milan, on fait donc partie, Nantes Métropole fait partie des 110 villes qui étaient signataires du pacte de Milan l'année dernière, en octobre 2015, donc en faveur d'une agriculture urbaine. Et on est également territoire de référence ou pilote sur les exemples que vous avez là. Je pense en particulier au grand débat transition énergétique, mais une implication aussi dans pas mal de programmes nationaux. Si je fais référence là aussi à Terres en Ville, programme Frugal, programme Carasso, qui nous permettent d'aller chercher de la matière, de la recherche et du partage d'expériences avec d'autres territoires équivalents. Une fois qu'on a dit ça, le projet alimentaire, quel est concrètement son objectif et comment le mettre en œuvre? Alors, hop, j'ai oublié, j'étais un tout petit peu trop vite. Je suis ça en même temps. En effet, un autre point important de la mise en cohérence des politiques publiques, c'est que si on regroupe l'ensemble des collectivités, donc Nantes Métropole, plus les communes et peut-être même les autres collectivités, je pense au département et la région, nous avons la chance de nous appuyer sur des compétences ou sur des politiques publiques qui sont assez variées. Et le point commun entre la restauration scolaire, la lutte contre le gaspillage alimentaire, donc politique d'échelle Nantes Métropole, restauration scolaire, ça dépend des échelons, le soutien à la production agricole locale, la préservation de l'environnement, l'économie, l'emploi, etc. Charge à nous maintenant d'arriver à sortir un projet qui soit de la meilleure résultante, la meilleure composante possible entre tous ces objectifs. Mais ces politiques publiques existent. Donc on ne se pose pas trop la question de la compétence au sens réglementaire, parce que personne n'est compétent réellement ou incompétent en matière d'agriculture ou en matière d'alimentation, mais tout le monde a le droit de s'y intéresser, voire le devoir. Alors, j'en reviens donc au PAT. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche? Une définition, je vais dire toute simple, mais c'est pour l'instant la seule qui fasse référence. Je vous laisse en prendre connaissance. Ça, c'est celle qui est inscrite dans la loi d'avenir agricole d'octobre 2014. Donc on commence à avoir un cadre sur ce que sont les projets alimentaires. Et finalement, je dirais que projet alimentaire, c'est un projet de développement durable axé sur l'alimentation, qui est un sujet porteur, qui est un vecteur positif. Donc à nous de construire ça ensemble. Il s'agit donc d'un projet commun dans lequel chacun peut s'impliquer pour rechercher ce fameux compromis entre l'alimentation de qualité, les effets positifs pour la santé, l'accessibilité, c'est une dimension essentielle, la viabilité économique et les impacts environnementaux. Dernière partie, le projet alimentaire, en termes de moyens et de méthodes. Donc, nous avons été reconnus par l'État il y a une petite année à peine. On a candidaté à l'automne et on a appris en début d'année qu'on faisait partie des projets lauréats de l'APL à projet, alors désolé pour les acronymes, hein, APL à projet du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt, dans le cadre du Programme national pour l'alimentation. C'est un peu techno, mais ça donne aussi le cadre, Programme national pour l'alimentation. Ce projet vise à produire une alimentation locale, durable et accessible à tous, et il s'étale sur 18 mois. Il est décliné en 3 axes majeurs qui sont
conforter l'économie et l'emploi. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'avait présenté dans l'appel à projet. C'est comme ça, et sans doute pour ça qu'il a été retenu par le ministère. Conforter l'économie et l'emploi, renforcer la prise en compte de l'environnement et contribuer à la cohésion sociale et faciliter l'accès pour tous à une alimentation saine. Donc c'est un point important parce que le ministère a voulu reconnaître ces 3 critères dans le fait de choisir ce projet-là avec une logique de reproductibilité. On est en train de définir la méthode entre nous, donc c'est pas toujours facile. On passe pas mal de temps sur la méthode. Ce que je redis souvent, c'est qu'on se trouve, pour ceux qui ont connu ça, dans l'émergence des agendas 21 d'il y a 15 ou 20 ans, où on avait un grand concept très fédérateur qui était le développement durable et un déroulement opérationnel qui s'appuyait sur aucun savoir-faire particulier, aucune méthode préétablie. On est un peu à cette phase-là. On se casse les dents localement pour construire le PAT, et puis on espère que l'État et les autres partenaires pourront tirer parti des échecs et réussites de ce projet. Je n'ai pas tout à fait terminé. Non, il faut qu'il y ait un temps d'échange dans les règles du jeu, mais dans le quart d'heure qui nous est imparti. Ok. Il faut quand même que je précise que dans le PNA, on s'appuie sur 4 copilotes, qui sont Nantes Métropole, Chambre d'agriculture, Terres en Ville et UFN, les 2 derniers étant donc des réseaux nationaux. Ça, c'est important. Que naturellement, tous les acteurs concernés par le sujet ont vocation à s'impliquer. Producteurs, consommateurs, etc., etc. La recherche, je le disais. Qu'on a la chance de pouvoir nous appuyer sur un financement modeste, mais c'est un point de départ du ministère. Et puis on attend également peut-être l'ADEME ou la région si les choses peuvent avancer. Et que l'objectif, sur cette base-là, l'objectif du projet alimentaire tel que nous l'avons défini en commun, c'est le projet alimentaire de la métropole nantaise, vous l'avez à l'écran, vise à améliorer l'autonomie alimentaire du territoire en consolidant les filières agricoles locales et en développant la consommation de produits issus de filières courtes. Et donc, il s'inspire des principes du développement durable. Alors, comment faire? On a plusieurs étapes de méthode. Donc, comment structurer le projet dans lequel chacun va pouvoir s'impliquer, comment améliorer la visibilité, faire savoir ce qui marche bien, mutualiser, essentiel. Comment être à l'écoute des attentes et des propositions même des consommateurs. Il nous faudra réfléchir à une façon d'aller chercher les consommateurs pour les mobiliser et, in fine, partager, parce que finalement, c'est ça aussi, partager le goût, le plaisir pour arriver à produire un projet commun. Voilà. 4 grandes étapes, très rapidement. Créer une... Ah, on a zappé, bon, c'est pas grave. Donc, finalement, la synthèse en termes de méthode, c'est mobiliser et concerter pour parvenir ensemble à la fois à une vision stratégique, c'est-à-dire l'étape qui va donner le sens, et un programme opérationnel. J'en profite pour rappeler qu'il s'agit bien du projet alimentaire territorial, qu'à ce stade, c'est un projet, c'est pas un plan, c'est pas un programme, c'est vraiment un projet avec toutes les limites que ça peut supposer. Du coup, peut-être... Oui, alors les 4 phases très brièvement. Une première phase de culture commune qu'on développe entre nous, comment s'approprier les enjeux ensemble. L'étape du diagnostic, assez classique, hein, comme dans tout projet de ce type-là. La consultation des acteurs pour co-construire ce projet. Et enfin, associer les habitants. Pour aller plus loin, alors je ne vous renverrai pas vers le site de Nantes Métropole parce que pour l'instant, vous n'y trouverez absolument rien sur le projet, qui n'est pas suffisamment avancé. Vous pouvez me contacter et puis on fera le lien ensuite au sein du petit groupe technique qui suit le programme. On a commencé à travailler avec certains d'entre vous. Et la problématique que nous souhaitions soulever par rapport à l'objet de la rencontre aujourd'hui, mais après vous allez pouvoir réagir, c'est quelle est la contribution spécifique du projet alimentaire à la lutte contre le changement climatique. C'est une des entrées, c'est un des objectifs, c'est pas le seul, loin de là, hein, mais c'est un des objectifs. Et bon, évidemment, dans le cadre du Climate Change, nous ne pouvions pas passer à côté de cette thématique-là. Avez-vous besoin d'éclaircissements, de précisions, des réactions ? Alors, on va prendre les questions du public, les réactions peut-être. Alors, nous, acteurs nantais, en fait, impliqués dans cette démarche de ville nature et comestible, qu'est-ce qu'on pourrait apporter à ce projet alimentaire territorial ? S'il n'y a pas de réaction spécifique, on peut peut-être passer la vidéo de 2 minutes qui
qui cadre bien les choses, je trouve. Pourquoi et comment prendre en compte l'alimentation dans les politiques climatiques des villes? Aujourd'hui, 4 milliards de personnes, soit 54% de la population mondiale, vivent en zone urbaine. En 2050, cette population s'élèvera à plus de 6,3 milliards de personnes et représentera ainsi 66% de la population mondiale. Les villes vont donc concentrer une part importante de la demande alimentaire et leurs habitants devront pouvoir accéder à une nourriture saine, suffisante et respectueuse de l'environnement. À l'heure actuelle, le système alimentaire des aires urbaines émet une quantité importante de gaz à effet de serre, que ce soit au niveau de la production, de la transformation des aliments, de leur transport ou de leur consommation. Par ailleurs, les changements climatiques rendent très vulnérable le système alimentaire urbain. Par exemple, les fortes chaleurs peuvent altérer les aliments conservés dans les entrepôts et entraîner notamment le gaspillage et le développement de maladies. Les changements climatiques peuvent également avoir un impact sur l'approvisionnement des villes en nourriture. En effet, les zones urbaines ne produisent qu'une faible part de ce qu'elles consomment. Par conséquent, si un phénomène météorologique extrême, comme une inondation ou un ouragan, endommage une infrastructure de transport, telle qu'un pont ou une route, cela peut interrompre l'approvisionnement d'une ville et entraîner la raréfaction de certains aliments. Ces phénomènes peuvent alors être à l'origine d'une augmentation des prix, et ce sont les populations défavorisées, qui représentent un quart de la population urbaine mondiale, qui sont les plus exposées aux risques alimentaires. Il faut donc agir dès aujourd'hui pour faire évoluer le système alimentaire urbain. Les collectivités urbaines peuvent tout d'abord analyser les impacts des changements climatiques sur le système alimentaire de leur territoire afin de trouver des solutions pour être moins vulnérables. Elles peuvent notamment mener des actions visant à réduire le gaspillage alimentaire, à encourager l'agriculture urbaine et périurbaine, à promouvoir une alimentation durable auprès de la population ou dans les cantines, en luttant par exemple contre la surconsommation de nourriture responsable de fortes émissions de gaz à effet de serre, et à diversifier les sources d'approvisionnement de nourriture afin que les villes soient de mieux en mieux approvisionnées par les producteurs locaux, aussi bien que par les circuits nationaux ou internationaux. La question de l'alimentation doit donc être au cœur des réflexions sur les politiques climatiques territoriales des régions urbaines. Cependant, l'alimentation est l'affaire de tous, et chacun doit s'impliquer pour rendre le système alimentaire plus durable. Voilà qui donne le cadre, hein, je crois. Dominique, il me semble qu'on a du pain sur la planche, du coup. Donc voilà, je vous invite, en fait, quand on terminera cette phase de présentation, à rejoindre l'équipe du projet alimentaire territorial. L'atelier se trouve juste derrière. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. On va continuer avec la présentation des projets de ferme urbaine de Doulon-Gohard. Voilà, je vous passe la parole. Bonjour. Qui est-ce qui passe le... Ouais. Alors, en attendant, moi je suis Céline Coutan, je suis en charge du projet urbain Doulon-Gohard pour la ville de Nantes et Nantes Métropole. Et bonjour à tous, moi je suis Julien Blouin, je suis urbaniste et je suis chargé d'opération à Nantes Métropole Aménagement. Alors, on n'a pas le... Mais c'est pas grave. D'accord, ça arrive. Le petit bignou arrive. Impeccable. D'accord. Bon, on va commencer parce qu'on n'a que 10 minutes, je crois. 10 minutes avec les questions-réponses, toujours bien de faire des questions-réponses. Ouais, d'accord. Ouais, Alors, je ne sais pas si on va vous convaincre. Dans tous les cas, l'objectif est là. Donc, les fermes urbaines, c'est quoi? C'est un projet, donc un projet au sein d'un grand projet urbain. Le projet Doulon-Gohard, donc c'est un quartier qui se situe à l'est de Nantes, à un quart d'heure d'ici, sur un périmètre de 180 hectares, dont 100 hectares sont d'ores et déjà classés en zone naturelle, au PLU. C'est un quartier aujourd'hui qui est très peu connu des Nantais, qui s'appuie sur le secteur du Vieux-Doulon et qui s'inscrit dans la continuité de l'écoquartier Bautière-Chesnay.
qui a été donc primé pour la forme urbaine et surtout donc, tout son côté environnemental et développement de la biodiversité. C'est un quartier un peu particulier, vous le voyez sur cette image, donc il est fragmenté par les voies ferrées qui relient Nantes à Paris au sud, et puis fragmenté dans sa partie est par le périphérique. Néanmoins, c'est un projet ambitieux puisqu'il devrait se développer donc, dans ce quartier 2700 logements. 2700 logements dans une nature à requalifier. Hein. C'est un secteur aujourd'hui qui est un peu isolé, aux confins donc, de la ville, mais avec une grande qualité puisqu'il est à proximité de la Loire. Malheureusement, les différentes coupures urbaines l'ont coupé de sa géographie et de son histoire. Comment on fait? Alors, c'est quoi ces fermes? C'est quoi ce projet? Donc, au sein de ce quartier, développer donc 2700 logements, c'est aussi développer des logements au cœur de la nature. Donc la nature en ville, c'est toujours compliqué, mais l'objectif de ce projet, comme vous le voyez, on a cette zone naturelle de 100 hectares, mais on a aussi un objectif, c'est un urbanisme de révélation. Donc c'est quoi un urbanisme de révélation? C'est révéler l'histoire et la géographie des lieux. Révéler la géographie, donc c'est dans le cadre du panel citoyen, nous avons travaillé avec 75 personnes et l'on s'est rendu compte que les habitants connaissaient leur quartier au quotidien, mais avaient du mal à intégrer sa géographie. Et en fait, Doulongoar, c'est un bourg de Loire qui n'en a plus l'allure, mais que l'on souhaite retrouver dans le cadre du projet. C'est aussi donc un objectif de retrouver et de comprendre son histoire. C'est un quartier qui a été marqué par l'histoire cheminote et aujourd'hui on a encore ce vivre ensemble qui est très développé sur ce quartier et c'est aussi son histoire maraîchère et donc nous avons sur ce secteur-là 4 fermes que nous souhaitons remettre en production et cette remise en production, eh bien, nous pensons pouvoir la faire puisque le projet vient d'être retenu à un appel à projet d'Écocité Ville de demain pour pouvoir remettre en production ces 4 fermes à partir de 2019. Donc c'est demain et nous aimerions bien que vous nous aidiez à remettre en production ces 4 bâtiments et surtout que vous nous apportiez votre savoir-faire ou votre regard. Alors, juste petite anecdote, donc je suis allé acheter mon petit panier de légumes dans ma petite épicerie, une sorte de Biocoop pas très loin d'ici. Jusqu'ici, tout va bien. Les différents légumes, là, ils sont plutôt locaux. Ils viennent de la région nantaise. Enfin, on est à proximité, mais tout l'enjeu de ce projet, c'est de se dire qu'on pourrait réintroduire de l'agriculture en ville. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des maraîchers ou des producteurs qui soient 44 300 de Nantes et que je puisse trouver cette même variété, cette même diversité de légumes, mais plutôt à l'intérieur de la ville. Ça nous semble être un enjeu intéressant. Le site en lui-même, on s'est déjà dit, déjà pour partir sur le projet, il fallait faire avec les forces en présence. C'est-à-dire pas venir plaquer une mode qui serait de parler de l'agriculture urbaine en ville et de venir construire des fermes verticales. On n'en est pas encore là. Et puis sur notre projet, en fait, on a déjà des forces en présence avec, vous le voyez en bas, un site important, le site du Grand Blotreau. Pour les Nantais qui le connaissent, il y a quelques semaines, il y avait la Folie des Plantes, qui est un événement assez important. Il y a aussi le lycée horticole du Grand Blotreau, qui est rattaché aussi au lycée Jules Rieffel à Saint-Herblain. On a les pépinières du Sèvres, on a aussi des serres d'agronomie tropicale, et puis c'est également un parc assez riche et assez beau. Dans les forces en présence, on a aussi l'Institut de la Papotière, qui déjà fait de l'agriculture urbaine, car il a intégré, c'est un institut de réinsertion pour les jeunes adolescents en difficulté, mais qui fait de l'insertion à travers le maraîchage. On a évidemment les 4 fermes qu'on a identifiées, vous voyez, qui maillent l'ensemble du territoire, les 4 points rouges, voire les 5 même, avec lesquels on retrouve en fait évidemment des terres, des anciennes terres maraîchères
de bonne qualité pour cultiver, et puis des bâtiments, des hangars, des outils de production en friche aujourd'hui, mais qu'il semble évident de pouvoir activer. Et puis on a aussi plus de 200 parcelles de jardins ouvriers sur site, des anciens jardins SNCF, et puis encore d'autres parcelles cultivables. Bref, on s'est dit que avec l'ensemble de ces acteurs, il serait intéressant de proposer un projet d'agriculture urbaine en ville, et donc de réactiver ces 4 fermes en y installant des professionnels. Donc on est là dans un projet en pleine terre. Les superficies, elles vont aller, on va dire, entre 5000 m² et 5 hectares. On va être sur des parcelles donc attachées au bâtiment. La particularité quand même, c'est qu'on va être à proximité de logements, et de logements collectifs. On va être à proximité de logements sociaux, on va être à proximité, pourquoi pas, de locaux d'artisanat, de bureaux, de parking silo ou de promenades. Donc on pense qu'ici va se développer une nouvelle façon de cultiver, une façon de cultiver à proximité d'habitants justement. Et évidemment, on va jouer avec la densité, on va jouer avec la diversification des produits, on va jouer avec la rotation des cultures. C'est des choses qui existent déjà. On a beaucoup d'expériences locales en périurbain. Il y a aussi des expériences de permaculture comme la ferme du Bec-et-Loing. Mais il y a aussi, ça nous pose aussi la question d'une nouvelle façon de consommer en fait. Et de vendre des légumes et d'avoir un rapport à des circuits courts, voire ultra courts, ou des points de vente directs à la ferme. Et pourquoi pas des lieux de cueillette ou de participation citoyenne. Notre ambition, c'est que ces projets soient économiquement viables et qu'ils soient vraiment une matrice du projet urbain, c'est-à-dire qu'on prenne vraiment en compte la dimension innovante, mais aussi le rapport à l'espace que cela suppose, et quelle va être la différence entre l'espace cultivé et l'espace habité, et comment on va jouer sur ces transitions. Il y a une autre particularité qui nous a semblé intéressante, qu'on retrouve, qui est caractéristique des projets d'agriculture urbaine, c'est la notion de multifonctionnalité. Et nous, en tant qu'urbanistes, ça nous a intéressés. La multifonctionnalité, pour faire court, c'est vous avez une fonction primaire, principale, essentielle, qui est la fonction de production agricole. Et nous, tout notre travail, ça va être d'aménageur, ça va être de sécuriser cette fonction, de sécuriser les professionnels maraîchers ou autres qui vont venir s'installer, mais c'est aussi de quelle autre histoire on va raconter à ce quartier, et quels autres services vont être rendus par ces fermes. Si on peut aller sur la dernière slide, s'il te plaît. Ouais, est-ce que Voilà, c'est un exemple des différentes fonctions que peuvent remplir l'agriculture urbaine. C'est déjà des choses connues. Par exemple, en milieu rural, vous avez la production agricole, évidemment, mais à côté de ça, on peut trouver un camping à la ferme ou des chambres d'hôtes, par exemple. Là, on a le curseur de la fonction touristique et loisirs, mais on peut aussi avoir de la production en insertion qui mêle de l'emploi et de l'insertion et du social. On peut avoir de la formation avec des fermes pédagogiques. Voilà, c'est ce qu'on appelle la multifonctionnalité, et on va jouer sur les différents curseurs par rapport à ça. Ce qui nous intéresse, nous en tout cas, c'est de s'interroger avec vous sur imaginer le futur et sur avoir une vision à 20 ans de ce que peuvent être ces fermes et des services qu'elles peuvent rendre aux différents habitants du quartier. Comment je me nourris dans mon quartier, on l'a un peu déjà abordé, mais quels autres services ces fermes peuvent rendre. Donc, on aimerait bien s'interroger avec vous dans le cadre de l'atelier qui va suivre sur quels vont être les systèmes de gouvernance, quels vont être les écosystèmes vertueux qui vont se mettre en place. Est-ce que les 4 fermes fonctionnent entre elles? Est-ce que les citoyens, comment participent les citoyens? Comment on met en place une économie collaborative? C'est quoi la place du numérique dans ces fermes? Enfin, on a plein de questions qui se posent et on a envie de se les poser avec vous et d'imaginer ça ensemble. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci de cette ouverture aussi au public. En fait, on a besoin de l'intelligence collective. Donc voilà, tout est à écrire, tout est à faire ensemble. Donc venez participer à l'atelier, évidemment. On a la place de contribuer, d'apporter notre pierre voilà, pour la maturation du projet et sa mise en œuvre à brève échéance, donc des fermes urbaines de Doulon-Gohard. Voilà, donc on va avancer. Donc on va accueillir l'équipe des inventaires participatifs pour la biodiversité. Et donc, on va... alors, pour une petite question de timing, il est essentiel qu'on arrive à restituer à... 40... Ouais. On reviendra ici après l'atelier à 13h, pardon, à 14h50.
Donc on aura un petit peu moins d'1 heure d'atelier et un petit peu moins de 10 minutes de restitution. Pourquoi c'est essentiel qu'on tienne ce timing-là? Parce qu'il y a un plateau télé qui s'enchaîne. Donc voilà, on est très timé. Donc merci beaucoup de tenir ce temps-là. Vous avez la parole. Merci. D'abord, qu'on mette au point les choses. On va parler de pression anthropique sur la biodiversité. Et alors, on ne va pas commencer à nous mettre la pression sur la présentation. Voilà, que ça soit clair. Voilà, d'accord. Alors, donc Michel Maillot, administrateur d'Ecopol CPIE, pays nantais. Hein. Donc, je suis bénévole à Bretagne Vivante et j'ai œuvré avec Céline à la mise en place, à la coordination de cette initiative. Donc, bonjour à tous, Céline Poiron, je suis adhérente à Bretagne Vivante. Donc avant de vous présenter plus en détail l'atelier, je vais vous présenter les différents acteurs qui vont le composer. Donc ils sont au nombre de 2. Une association de protection de la nature et de l'environnement, Bretagne Vivante, qui sera représentée par Olivier Gann, qui est le coordinateur de l'antenne de Nantes, puisque en fait Bretagne Vivante est une association qui chapeaute en fait les 5 départements bretons. Voilà, c'est une association qui existe depuis presque 60 ans. Elle a un pôle d'expertise et de conservation et également un pôle d'éducation à l'environnement. Et elle travaille avec l'État, les collectivités, les écoles pour faire avancer la prise en compte de la nature auprès des porteurs de projets et peser dans le débat public. Par exemple, elle participe en fait à un diagnostic avifaune et chiroptère, donc chauve-souris, pour le projet de parc éolien offshore au Croisic. Le deuxième intervenant est Arbre et Territoire, donc créé par Anne-Sophie Brugnot, qui sera présente à l'atelier, dont l'activité est exercée au sein d'une coopérative. Donc Anne-Sophie veille depuis 25 ans à l'état du patrimoine arboré de la région, en proposant des diagnostics aux gestionnaires, donc aussi bien publics que privés. Elle est en fait acteur du réseau AFAC Agroforesterie, donc Association française de l'arbre champêtre. Et donc elle propose en fait l'émergence d'une production d'arbres et d'arbustes issus de la récolte des graines dans la nature. Voilà. Donc elle s'inscrit dans la dynamique de Nantes Métropole pour la prise en compte de la diversité génétique des plantations. Donc je laisse Michel vous présenter plus en détail le thème de l'atelier. Merci. Donc, le thème d'atelier, inventaire participatif de biodiversité et changement climatique. Alors, globalement, ici, on a entendu des acteurs qui agissent pour adoucir le changement climatique. Nous, notre initiative se présente en aval de tout ça, puisque la nature subit. Hein. Et notre action, elle va être de favoriser la résilience de la nature, la résilience des écosystèmes. C'est-à-dire la résilience, c'est une faculté qu'ont des êtres vivants à intégrer un traumatisme et à y survivre. Donc c'est là notre thème. Alors, concernant ce qu'on voit actuellement dans les écosystèmes, on constate la résultante de 10 000 ans de changement climatique léger depuis la dernière glaciation. D'accord ? Et qu'est-ce qui attend nos écosystèmes actuellement ? Ça va être, à l'échelle du temps, un changement climatique qui va être extrêmement rapide et qui va s'ajouter au traumatisme et à la pression anthropique par rapport à ces milieux-là. Donc nous, on va essayer de faire en sorte que ces écosystèmes se retrouvent en bonne santé pour pouvoir s'adapter. Pour cela, l'objectif, c'est de travailler, œuvrer pour diminuer la pression anthropique. Donc les inventaires participatifs sont un aspect de prise en compte de la nature commune qui est autour de nous, faire prendre conscience à nos concitoyens que comment fonctionne la nature autour de nous et qu'est-ce qui l'attend. Et bien sûr, œuvrer aussi sur considérer la génétique de ces êtres vivants-là, qu'il faut qu'elle soit en très très bonne santé pour pouvoir avoir tout un panel génétique suffisant pour pouvoir résister, pour pouvoir passer au crible du climat. Voilà.
Je vous remercie. Et maintenant, donc, qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Donc, pour faire suite à ce que vient de dire Michel, et pour illustrer ses propos, je vais vous présenter différentes actions concrètes que mènent donc les deux acteurs qui seront présents à l'atelier. Donc, nous venons de dire que la biodiversité et le climat sont intimement liés. Donc, en effet, pour faire simple, le climat agit sur les milieux, sur la terre, qui abrite donc les végétaux et les animaux. Et donc, par voie de conséquence, agit aussi sur l'homme. Donc, on voit avec les différentes catastrophes naturelles qui se produisent que l'homme et ses infrastructures donc, sont touchés par le changement climatique. Et donc, il est vain de faire abstraction de la nature. Donc, pour mieux sensibiliser les citoyens à cette problématique, à cette réalité, Bretagne Vivante, Nantes Métropole et la ville de Nantes lancent des inventaires participatifs, donc comme les 24 heures de la biodiversité, comme le suivi d'un petit crapaud, la lite accoucheur. Donc ces inventaires ont vraiment pour but que les citoyens et les professionnels travaillent ensemble, soient sensibilisés à la prise en compte de la nature, donc c'est ce qu'on disait, ordinaire, et pas seulement des espèces emblématiques. Donc il s'agit de faire comprendre que pour protéger les espèces, il faut protéger les milieux dans lesquels elles vivent. Ces journées permettent aussi aux scientifiques d'avoir en fait des données de terrain pour suivre la répartition des espèces sur des sites précis. Et ces données serviront ensuite à faire un suivi sur l'impact du changement climatique, donc sur les différentes espèces, sur les différents milieux. Donc pour favoriser l'ancrage de ces espèces locales, Anne-Sophie propose avec ses partenaires des végétaux d'origine génétique locale. Puisque donc dans les plantations des aménagements paysagers, dans les mesures de compensatoire. Donc par exemple, la réhabilitation des haies avec des végétaux locaux servent à la faune locale, sert comme habitation à la faune locale. Donc pourquoi on parle de ça? En fait, on se rend compte aujourd'hui que les villes veulent faire revenir la biodiversité en ville. Donc l'objectif n'est pas seulement en fait un verdissement des villes, mais il faut aussi en fait prendre en compte l'ensemble des écosystèmes dans le terme scientifique pour que ces aménagements soient viables. Donc je laisse Michel vous présenter la problématique de nos ateliers. Ok, donc 2 questions, mais on vous fait confiance pour en trouver d'autres. Hein. D'accord, donc la première question, c'est scientifiques, acteurs locaux et citadins. Nos outils et démarches devraient-ils évoluer pour une collaboration plus étroite? Ensuite, la deuxième question, mais ce n'est qu'une proposition. Comment nos travaux pourraient-ils permettre aux acteurs de terrain à proposer des projets ayant un impact positif sur l'environnement? Voilà. Alors voilà, ces questions sont lancées. Donc maintenant, c'est à nous de nous en saisir. Peut-être qu'il y a des questions où vous aimeriez réagir à la présentation des inventaires participatifs pour la biodiversité. Je vois que la Toux de Nantes a des questions. Non, Frédéric. Non, moi, c'est quelque chose d'un peu plus général que je voudrais dire. C'est-à-dire, moi, ça fait 40 ans que je mange mon riz complet bio. Et il y a 40 ans, on se moquait pas mal de nous. Et toutes les idées qui sont là, qui sont déployées ici dans la Cité des Congrès, qui n'est pas l'endroit le plus protecteur du climat pour cette planète, mais ça se passe pourtant ici. Je suis touchée du fait que ces idées arrivent à fleur remonte, et en même temps, je sens un clivage terrible entre ceux qui parlent et ceux qui font. Voilà. On va essayer de réduire ce fossé un petit peu. C'est l'enjeu justement de ces échanges-là. On travaille à ça. Donc maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite tout simplement à passer en atelier. Alors on va rester tous ensemble et on va faire route par ici. Et le premier atelier va être celui donc, du projet alimentaire territorial, puisqu'on a bien compris que c'était un projet et non pas un plan. Et ensuite, vous pourrez cheminer, si vous voulez participer aux fermes urbaines de Doulongoar ou aux inventaires participatifs pour la biodiversité, en espace R0, et vous serez guidés pour cela. Merci de nous suivre, et donc très bon atelier à tous. Et donc là, il y a une émission donc, de Place to Be animée qui prend la suite. Donc nous, on est parti pour 1 heure d'atelier de créativité, là où vous avez envie de contribuer, ces 3 jolis projets. Donc on va aller là.